me tourne à présent vers Hélène Frade qui nous a rejoint pour la presse internationale. Et Hélène, on parle de la Syrie ce matin avec ce dialogue rompu depuis hier entre Washington et Moscou. Il n'y a plus rien dont les États-Unis et la Russie puissent parler, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, tandis que son homologue du département d'État affirmait que la Russie n'avait pas réussi à respecter ses propres engagements, notamment humanitaires, en s'avérant incapable de s'assurer, je le cite, que le régime cesse ses bombardements, notamment sur le plus grand hôpital du quartier rebelle d'Al-Shahar, hier à Alep, dont le monde montre la destruction totale. On le voit, rappelant que le bâtiment avait déjà été visé par des raids aériens et ciblé par au moins 2 barils d'explosifs samedi dernier. Ouais, un an après l'entrée dans le conflit de la Russie aux côtés des troupes gouvernementales syriennes, la diplomatie semble vraiment avoir totalement échoué. Le politologue Fyodor Loukyanov s'interroge sur les raisons de cet échec dans le journal gouvernemental Rossiyskaya Gazeta, cité par Courrier International. Selon lui, les États-Unis se seraient montrés incapables de démêler les chevaux de leurs liens avec les groupes d'opposition les plus divers, de fixer leurs critères de modération et d'établir la frontière entre les groupes responsables, entre guillemets, les radicalisés, je le cite, tandis que la Russie partirait du postulat qu'aucune stabilisation n'est possible sans la consolidation du régime au pouvoir, quel qu'il soit, estimant que c'est uniquement sur cette base qu'on pourra rebâtir un État viable. Sauf que les forces de Bachar el-Assad sont épuisées et incapables de s'acquitter de leurs tâches militaires comme politiques. Au-delà de la Russie et des États-Unis, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui semble avoir conduit la Syrie dans l'impasse, d'après le quotidien Pan-Arabe basé à Londres, Achar Kalaoussat, qui accuse cette communauté internationale, on le voit, d'avoir poignardé la révolution syrienne dans le dos. Ouais, c'est dans ce contexte extrêmement difficile donc qu'interviennent les casques blancs, ces bénévoles secouristes de la défense civile syrienne qui interviennent dans les zones tenues par les rebelles. Chaque jour, ce sont eux, 3000 volontaires qui dégagent les corps des victimes des bombardements. Un travail épuisant, rappelle The Daily Beast, qui rapporte que cette ONG, qui est financée par les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Japon, la France, le Danemark et l'Allemagne, mais aussi par des dons privés, est pressentie pour le prix Nobel de la paix qui sera décerné vendredi en Norvège. Sa devise, sauver une personne, c'est sauver l'humanité tout entière, ce serait concrétisé, Vincent, par le sauvetage de plus de 60 000 personnes depuis le début de la guerre et leur a coûté la vie à 140 de ses membres. D'après le site américain, les assadistes et les poutinistes, je cite, accusent quant à eux ces casques blancs tantôt de n'être pas neutres, tantôt d'être liés aux groupes radicaux ou encore de former un véritable groupe armé constitué donc de combattants. Direction la Colombie, à présent Hélène, la Colombie post-référendum, puisque les électeurs se sont prononcés ce dimanche contre l'accord de paix conclu entre le gouvernement et les FARC. Le résultat inattendu du référendum inspire beaucoup de tristesse. Le journal El Tiempo, qui résume son sentiment par ce dessin, montrant une colombe crucifiée s'adressant au ciel. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils entendaient notamment l'ancien président Álvaro Uribe, qu'on voit sur l'image, et qui a bataillé contre cet accord. Ses détracteurs l'accusent d'avoir fait échouer le processus de paix avec la guérilla marxiste, mais selon The Wall Street Journal, les graines de cet échec auraient été plantées par son successeur, Juan Manuel Santos, dont la façon de négocier et la façon dont il aurait vendu cet accord sont mises en cause par le journal. Celui-ci explique que le document prévoyait d'exonérer les FARC, de rendre des comptes pour leurs crimes devant la justice, leur offrait des sièges au Congrès sans passer par des élections et le contrôle de 31 radios au total. Les Colombiens vivent à côté du Venezuela et ils savent comment les radicaux ont abusé des privilèges de la démocratie pour prendre le pouvoir à Caracas, assène The Wall Street Journal, qui estime que non, les Colombiens n'ont pas voté contre la paix, mais pour une paix meilleure, je cite. L'accord de paix prévoyait en effet une amnistie pour les crimes de guerre, ceux de la guérilla comme ceux de l'armée ou des paramilitaires de ce conflit qui a jalonné près de 52 années, 260 000 morts et 45 000 disparus. C'est ce que rappelle l'Obs, qui prévient qu'à l'arrivée, les Colombiens pourraient n'avoir ni la justice ni la paix.
On termine, Hélène, cette revue de presse au Maroc, où les électeurs sont appelés, eux, à renouveler la Chambre des représentants. Ce sera vendredi prochain. Et d'après le site 360, le taux de participation va être l'enjeu crucial de ces législatives. Un fort taux d'abstention risquant de confirmer la désaffection des Marocains. Selon le politologue Moustapha Chimi, une forte abstention pourrait bénéficier à la majorité islamiste du parti Justice et Développement, dont l'électorat est présenté comme discipliné et motivé, tout comme elle pourrait bénéficier aussi à l'opposition de centre-gauche laïque du parti Authenticité et Modernité, qui est la seule formation à avoir un parcours de non-sortant et qui serait donc susceptible d'apparaître comme la seule alternative. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse internationale.